Nous amorçons la toute dernière partie de cette émission qui reçoit le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, M. Léandre Bassolé. Nous allons aborder la toute dernière partie avec vous. Je parlais des super pouvoirs dont dispose votre institution. Je lis, entre autres choses, citation, le Haut Conseil dispose en outre du pouvoir d'investigation. Il produit des rapports annuels et nul ne peut se prévaloir de sa fonction, de ses privilèges et immunités, de l'amnistie ou de la prescription ou de tout autre motif pour se soustraire à la compétence de la haute institution. Il peut faire appel à toute personne physique ou morale, toute personne requise, bénéficie d'une protection de l'État et est tenue de déférer. Le refus de comparution constitue une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois ou d'une amende de 300 000 francs CFA à 3 millions de francs CFA. Fin de citation. Super pouvoir, vous le constatez. Mais est-ce que moi, citoyen, je suis libre de dire je ne souhaite pas déposer devant vous? Est-ce que j'ai cette possibilité-là ou j'ai l'obligation? Si vous comprendrez très bien là où je vais en venir, répondez s'il vous plaît. Je pense que c'est très clair. J'ai dit tout à l'heure que nous avons une pleine conscience de la délicatesse de notre mission et que, en fait, ces pouvoirs qui sont conférés à l'institution, nous les exerçons vraiment dans toute l'humilité qui sied. Oui, mais... Et ce que je veux dire, c'est que... Toute humaine, oui, est toujours susceptible. On nous dit, personne ne peut soustraire à notre invitation si cette invitation tend à permettre que la personne en question nous fournisse des informations pour la manifestation de la vérité. Manifestation de la vérité. Et je pense que cela, en fait, le texte, quand on le lit comme ça, il fait peur. Mais à date, ce que je peux vous dire... C'est bien de le reconnaître. À date, ce que je peux vous dire, par contre, oui, c'est que depuis que nous exerçons, aucune personne, qu'elle soit une personne politique de la classe, de la société civile, économique et tout, aucune personne qui a été sollicitée par le Ashkroun ne s'est opposée, n'a manifesté une quelconque rétention. Peut-être par peur des représailles? Non, pas par peur de représailles, parce que si on vous dit de venir, vous savez, il est arrivé quelquefois où même un petit instant, quand je sens que peut-être la personne en venant peut être gênée, je vais à elle, je dis bon, moi je viens vous voir. Ça ne me gêne pas. L'aspect psychologique. Oui, ça ne me gêne pas, moi, d'aller au contact, et dans beaucoup de cas, très rarement, les gens que j'ai pu rencontrer ou dont j'ai eu besoin pour la manifestation n'ont accepté que je me déplace. Ils ont toujours dit non. Président, c'est à nous à venir vous voir. Donc, de ce point de vue, franchement, juste à date, je n'ai pas senti du tout que cela constituait un problème. En fait, ce qui fait penser à ça, c'est quoi? C'est bon, on nous dit, vous êtes rattaché à la présidence, donc est-ce qu'il y a réellement... J'allais en venir là. Est-ce que vous êtes indépendant? Oui. Moi, je pense que le fait de rattacher l'institution à la présidence, il faut plutôt la prendre vue sous un angle positif. Et rattaché à la présidence, parce que la réconciliation et l'unité nationale, c'est une question éminemment politique et transversale. Oui, Monsieur Bassolé, le constat qu'on fait, c'est que l'exécutif est composé de personnes qui ont peut-être aussi des choses à se reprocher, mais ils sont la superpuissance aujourd'hui. Est-ce que moi, en venant déposer ou dire quelque chose contre le chef de l'exécutif aujourd'hui, est-ce que je ne risque pas gros? C'est ça le vrai problème. Non, vous ne risquez pas gros, parce que l'exécutif, nous sommes rattachés à la présidence et en introduction, je vous ai dit que le Ashkroun est la seule institution issue de la transition. Donc toutes les composantes civiles, toutes les composantes de la société ont participé à la naissance de cette institution-là. Et en fait, le président actuel, si c'est ce que les gens peuvent penser, ce n'est pas lui qui a créé l'institution, il n'était même pas au pouvoir quand l'institution a été créée. Mais quand il a pris fonction, il faut qu'on le rappelle quand même, il faut que les Burkinabés le sachent. L'un des premiers actes qu'il a posé, c'était d'installer l'institution et ses membres. Et il a eu à leur tenir un langage direct, franc. Vous êtes là, c'est pour, en fait, traiter ce passé douloureux-là, depuis 60 à 2015, et en faire
vraiment des raisons pour les Burkinabés de se réconcilier. Voilà les paroles qu'il a eu à dire en installant les choses. Et depuis, je peux vous dire, ni au niveau de la présidence, ni au niveau du gouvernement, parce qu'au niveau du gouvernement, vous aurez constaté aussi que le Premier ministre, dès sa nomination, la première institution qu'il a reçue, c'était le H-Crown. Et nos échanges ont porté justement sur notre mission. Donc, en fait, c'est simplement parce que ce rattachement permet au H-Crown de faire en sorte que la volonté politique là s'affiche clairement. Pour qu'on ne pense pas qu'il y a des domaines réservés et puis les autres doivent suivre. Non. Monsieur Bassolé, en tout cas, vos explications le méritent d'être très claires, en tout cas sur ce sujet-là. Mais nous allons poser quand même une question d'ordre général sur la justice traditionnelle telle que ça fonctionne dans les différents pays. C'est vrai que c'est devenu désormais la mode. Chaque État essaie d'instaurer cela. Mais on se pose la question de savoir, au lendemain du travail de cette institution-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a vu dans un certain nombre de pays, on a vu l'institution s'installer, faire des travaux, faire des recommandations qui ont été fortement médiatisées. Mais au lendemain, on continue par voir que ces mêmes dirigeants qui ont pris acte des recommandations qui ont été faites et qui ont promis monts et merveilles se continuent encore par poser un certain nombre d'actes délictueux. Mais est-ce que ça ne vient pas fragiliser le travail que fait la justice traditionnelle? Merci. Vous savez, la justice traditionnelle propose des mécanismes. Chaque pays, selon sa réalité, selon les réalités qui l'amènent justement à faire usage de la justice traditionnelle, utilise ces fenêtres-là en y logeant ses propres réalités. Dans notre situation, je vous ai dit que nous avons un triptyque, c'est la vérité, la justice, la réparation. Et que ce triptyque-là, nous faisons reposer aussi sur la garantie de non-répétition. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Il faut que les gens comprennent ce que ça veut dire. La garantie de non-répétition, elle va nous conduire à la fin du processus à proposer des réformes fortes dans plusieurs domaines. Des réformes qui seront de nature à fermer, à verrouiller toutes les possibilités qui ont permis dans le temps, que ce soit aux politiques ou aux opérateurs économiques ou aux uns aux autres, de violer les droits humains ou de se mettre en travers de la loi. Donc, cette manifestation-là, c'est cette garantie de non-répétition. Oui, mais ça, c'est vrai. Vous faites des recommandations dans ce sens, vous posez un certain dans ce sens aussi, mais il faut reconnaître que dans certains pays aujourd'hui, on continue par dénoncer l'existence de détenus politiques, par exemple. Et pourtant, dans ces pays-là, il y a eu la justice traditionnelle qui a travaillé, qui a dit il faut plus qu'il y ait plus que jamais qui est cela, et pourtant, on se retrouve encore là-dedans. Rien n'a changé concrètement, pratiquement. Reconnaissons-le. Vous avez certainement raison, mais notre avantage justement, c'est que nous pouvons bénéficier de ces exemples que vous mentionnez. Oui. Et faire en sorte que, au moins, le cas du Burkina soit un cas à part, soit cité comme au moins une réussite, parce que nous avons eu toute la latitude de tirer leçon de ce qui a permis à ces exemples que vous avez mentionnés de continuer à être ce qu'il fallait interdire. Nous tirons leçon de tout cela et nous allons bâtir cela aussi sur une écriture de la mémoire. Il faut quelque chose qui reste à travers des colloques que nous allons organiser, partage avec non seulement les Burkinabés, mais avec tout le monde entier. Il faut dire quand même que le cas du Burkina Faso est quand même assez spécifique parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui sont au pouvoir depuis la nuit des temps. C'est un grand avantage, mais on pose quand même une question maintenant de savoir entre le peuple qu'on veut réconcilier avec lui-même, est-ce que ce n'est pas plutôt les dirigeants qu'il faut prendre en compte? Parce que votre institution paraît comme un pompier qui arrive après qu'il y ait eu le feu. Et pourtant, le pyromane, il est là. Plutôt que d'aller vers le peuple qui a été victime, est-ce que ce n'est pas plutôt mieux d'aller vers les dirigeants et aux aspirants dirigeants à ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un peu d'hypocrisie dans l'affaire. On connaît vraiment les personnes qui sont la source de ce qu'on dit, mais on les laisse, on va vers les populations. C'est plutôt vers les dirigeants qu'il faut œuvrer, non? Non, je pense que si vous suivez le processus, comme je l'ai dit, on ne le décrète pas. Il doit être participatif. Et ce que vous dites, en fait, nous l'intégrons déjà à notre réflexion. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas non plus isoler
les politiques, et bon, les décideurs et tout, et disent c'est vous qui avez fait ça, donc c'est vous. Mais en réalité, si vous résolvez le problème à leur niveau seulement, et que la population toujours ne comprend pas, n'est pas associée, parce que c'est d'elle qu'il s'agit aussi. On ne peut pas traiter de ses intérêts sans qu'elle ne soit impliquée, et vraiment impliquée, être centrale dans l'action que vous menez. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc il va falloir prévoir une autre institution alors qui va s'occuper des dirigeants. Non. Des dirigeants qui briment leur population. Par exemple, il va falloir faire quelque chose comme ça. Nous allons faire en sorte justement que justement, quand je vous dis la garantie de non-répétition, c'est-à-dire qu'il y aura des verrous qui ne vont plus permettre aux dirigeants... Des verrous, vous dites, les verrous ont toujours existé. Il y a plein de choses dans nos constitutions. Et pourtant, il y a un certain nombre de choses qui se font au vu et au su de tout le monde. Oui, parce que celui qui a la force, qui aujourd'hui se donne la légitimité de faire tout et n'importe quoi, et après on constate les dégâts. Non, mais on constate les dégâts et je crois que chacun aujourd'hui, que ce soit dans nos pays, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis et tout, nous voyons que la donne a changé. La donne change beaucoup de l'autre côté, mais apparemment ici, enfin je ne parle pas du Burkina Faso, en Afrique ça ne change pas beaucoup, parce que par exemple, il y a plein de verrous dans nos constitutions qui disent qu'il ne faut pas modifier la constitution, et pourtant tous les jours les dirigeants modifient les constitutions, et au moment où les populations veulent s'opposer, on réprime autant qu'on veut, et c'est là le problème en fait. Et vous voyez dans les cas que vous mentionnez par exemple, comment ça finit toujours. C'est pour ça que je dis qu'il faut mettre toujours, le peuple là, il doit être au centre de toutes ces préoccupations que nous tentons d'adresser. Quand il est au centre et qu'il comprend bien ce qu'on fait, ce qu'il veut qu'on fasse, toutes ces dérives-là, elles peuvent encore subsister. Mais pour combien de temps? Parce que quand ils persistent, ces pouvoirs-là que vous citez, quand ils persistent à vouloir outrepasser ce qui leur interdit de poser de tels actes, ils finissent toujours par se retrouver face à face avec le peuple, la population. Comme ce qui s'est passé en 2015 au Burkina Faso. Ben voilà, je ne vous le fais pas dire. Et partout ailleurs, ça va être comme ça. Monsieur Lian Bassolé, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette émission. On n'a pas peut-être abordé toutes les questions, mais on aura l'occasion de revenir, surtout lorsque vous allez marquer des arrêts réguliers pour faire le point de vos travaux à la presse et à vos concitoyens. Je rappelle que vous dirigez le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. C'était un plaisir de vous avoir eu dans cette émission et d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs et de vos compatriotes. Merci beaucoup. Au nom du Ashkroun, de nous donner cette opportunité encore de partager avec vous en fait les préoccupations que nous avons en assumant cette responsabilité extrêmement délicate et très importante pour notre peuple. En tout cas, nous croyons que vous allez bien réussir votre mission et que votre institution va faire tâche d'huile et constituer un modèle pour les autres pays africains qui en ont besoin et où les populations veulent se réconcilier aussi. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Tout de suite, je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.